Et il y a toujours des moments où je me dis, là, ça vaudrait la peine de faire une bande dessinée là-dessus. Il y a toujours une ou deux anecdotes où je me dis, ah, faut vraiment faire une BD parce qu'il faudrait que ça soit dedans. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Aujourd'hui, c'est la fête des pères en France. Alors, bonne fête à tous les papas qui écoutent ce podcast. Et quitte à rester dans le thème, qui de mieux que le dessinateur de BD Guy Delisle, auteur québécois expatrié à Montpellier et créateur de la fameuse série Le Guide du mauvais père, pour en parler. Et pour la petite histoire, j'ai essayé de faire cet enregistrement à distance, mais la technique et moi, ça fait pas bon ménage. Et après plusieurs tentatives infructueuses, je n'ai rien trouvé de mieux que de me pointer directement à Montpellier, au soleil, pour enregistrer cette interview. Si vous aimez la bande dessinée, j'ai du mal à imaginer que vous soyez passé à côté du travail de Guy. Il est l'auteur de nombreux ouvrages comme Shenzhen, Pyongyang, Chronique birmane ou encore Chronique de Jérusalem qui a gagné le Grand Prix au Festival d'Angoulême en 2012. Et comme je le disais avant, de la série Le Guide du mauvais père. Des récits souvent autobiographiques où il raconte ses expériences d'expatrié en Asie ou au Moyen-Orient et sa vie de papa. Et c'est sur cette double thématique que s'articule cette interview. On s'attarde d'abord sur son parcours, son passage de l'animation vers la bande dessinée, ses voyages et ses expériences à l'étranger, notamment en Corée du Nord, pour ensuite bifurquer sur la thématique de la parentalité. Bref, un épisode riche en voyages, en histoires et en anecdotes où l'on discute autant de la vie de famille que de la vie professionnelle. Alors sans plus tarder, je vous propose d'écouter ma discussion avec Guy Delisle. Bonne écoute. Ça, c'est de la bonne machine, ça. Ah ouais. C'est bien maintenant. Avant, c'était gros les trucs que les gens se transportaient. Ouais. J'ai vu la fin de ça, et maintenant, ouais, on est tous sur des petits micros, des petits trucs comme ça. C'est de la belle machine. Hein. Ah ouais, c'est pratique. Hein. Ok pour toi? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour Guy. Bonjour. Bienvenue sur Sens Créatif. Merci de me recevoir dans ta belle ville de Montpellier. Et ça y est, enfin, on le fait, vu qu'on a essayé de le faire à distance, mais c'était galère. Donc, nous voilà, en vrai, en face-to-face. Oui, c'est pas mal de faire, parce que au téléphone, ouais, il y a un petit côté froid quand même, alors que face à face, c'est un petit peu plus vivant. Ça change tout. Pour les auditeurs, du coup, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? Donc moi je m'appelle Guy Delisle, je suis auteur de bande dessinée. Je fais uniquement de la bande dessinée maintenant. Et ce qui me motive à me lever le matin, surtout de ces temps-ci, c'est la fin de mon dernier album qui va s'appeler Chronique de jeunesse. Voilà. Donc hier je me suis exclu. Ce matin, ouais, ça sort en janvier. Donc c'est en train d'être fini parce qu'il me reste encore quelques pages à faire. Comme souvent, on nous demande la couverture avant la fin de l'album. Donc là hier matin ce qui me faisait sortir de mon lit, c'était de terminer la couverture et fignoler les petits détails, et voilà, je l'ai envoyé pas plus tard que tout à l'heure. Yes, le point final. Le point final de la couverture. Ils en ont besoin dans cette grande machine pour les commerciaux d'éditeurs, voilà. Et alors que c'est prévu que pour janvier, ils en ont déjà besoin. Donc voilà, c'est assez étonnant quand même tout ce long processus. Donc maintenant la pression elle redescend, ou maintenant il faut faire tout le reste, quoi? Il faut faire tout le reste parce que je relis beaucoup et souvent, alors qu'avant j'avais pas tendance à faire ça. Je faisais, puis ça sortait comme ça venait. Maintenant je pinaille plus, je reprends des bouts de dessin que j'aime pas. Avant je me disais je le reprendrai une fois que l'album était fini. Finalement j'avais pas le temps, mais là j'ai plus de temps parce que le truc est quand même pour janvier, je me laisse le temps de revenir sur des trucs et de me faire plaisir, parce que là c'est vraiment du pinaillage vraiment juste pour moi, parce que ça change rien à la bande dessinée, mais moi quand je vais la regarder je vais avoir moins honte. tu pinailles plus parce que t'as plus de temps, ou parce que t'es devenu plus difficile avec le temps? Parce que je suis plus vieux, je crois, et tout ça fait que il y a plusieurs choses en fait. Je prends plus le temps de le faire. Avant, quand même, l'album se terminait, il fallait que ça soit sous presse peu de temps après. Le deadline était toujours très près. Maintenant, je fais attention d'annoncer l'album à l'éditeur vraiment presque à la fin, quand j'ai déjà 3/4 de l'album de fait. Il dit tiens, tu travailles sur un album, c'est chouette, oui, ça nous intéresse, etc. Bon, maintenant j'ai des éditeurs que je connais bien, et je sais qui sont intéressés par mes livres, donc je suis pas dans un questionnement. Je sais que ça va fort probablement les intéresser. Donc j'attends longtemps avant, et une fois que c'est parti, qu'ils disent tu travailles sur un truc, on pourrait peut-être le sortir pour là. Donc j'essaie de calmer le jeu, parce que de se retrouver à speeder
sur un album où finalement une fois qu'il est sorti, ben voilà, il changera plus. Donc c'est bien une fois que c'est sorti de prendre le temps. Mais curieusement, on termine toujours des bandes dessinées qu'on imagine être fait dans une ambiance de jour après jour, relax. Et ben la plupart des auteurs ils terminent speed en charrette à terminer les dessins, la couleur et tout le truc. Ouais. Et une fois que c'est paru, quand tu revois ton travail, tu te dis quoi? Eh ben je le revois pas parce que je relis pas mes albums. Non, ça m'est jamais arrivé de relire un album. Aucun? Non. Ah ouais. Non. J'ai déjà regardé des bouts. Je sais très bien ce qui arriverait. Il y aurait plein de trucs que je voudrais changer dedans. Ça c'est normal. Je connais ça. Mais au-delà de ça, il y a des trucs où je me dis là, ça serait plus compréhensible ou ça serait plus, et ça c'est dommage. C'est-à-dire qu'après les petits trucs de dessin, ça c'est pas très grave, mais quand ça change le sens, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui quand je fais mes bandes dessinées, c'est-à-dire que je les relis beaucoup. Souvent le lundi, je reviens sur les pages que j'ai fait avant, et donc c'est des albums que j'ai lus, je sais pas, presque une centaine de fois. Oui, tu les connais par cœur. Ouais. Oui, voilà. Et des fois, je me dis tiens, là j'accroche un peu parce que quand on le relit à la fraîche, c'est ça qui était intéressant de les faire dans le temps, parce que le vendredi tout est parfait, le lundi on revient, on relit ça et on se dit ça c'est, et on hésite un peu sur la lecture, donc c'est pas bon parce que là c'est nouveau et on est comme un lecteur un peu frais et qui l'aurait pas lu, et on se dit tiens, si ça bloque là c'est que c'est pas bon, donc faut refaire parce que c'est pas clair. Ce genre de truc là c'est important. Ouais. Puis t'as le temps, donc pourquoi pas. Voilà, quand on n'a pas de deadline et qu'on l'a surtout pas annoncé à l'éditeur et qu'on fait ça en roue libre, voilà, moi j'ai repris des pages, j'ai refait des trucs que je faisais pas souvent avant, mais là voilà, je me permets plus de faire ça. Trop bien. Du coup, pour remonter le temps, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton arrière-plan personnel et de ce qui t'a amené vers l'image? À quel moment s'est opéré le déclic pour toi? Le déclic de l'image, moi, c'est le dessin. J'ai toujours dessiné, comme tous les enfants qui dessinent, sauf que j'ai pas arrêté, comme beaucoup de gens qui arrêtent. Ça se passe habituellement vers l'adolescence. Les gens qui dessinent, je me rappelle que dans ma classe, on était 2-3 à dessiner bien, comme on disait. Il y en a qui dessinaient mieux que moi, mais eux ils ont arrêté de dessiner. J'ai un copain qui dessinait, qui est devenu médecin, et qui à un moment ils arrêtent. Et vers l'adolescence, moi j'ai embrayé vraiment là-dessus parce que je me suis pas mal renfermé quand j'étais adolescent et je m'évadais beaucoup dans le dessin. C'est assez cliché, mais c'était mon univers et ça me passionnait, toute cette cuisine d'essayer de faire réaliste ou pas réaliste. J'adorais Moebius et puis tout ce qui m'a influencé à l'époque. Je dessinais des trucs de science-fiction et je me plongeais là-dedans et voilà, j'ai toujours continué à dessiner et le dessin a toujours été présent. Moi, quand on était jeune, on lisait tout ce qui était franco-belge, donc Lucky Luke, Astérix et compagnie, les Schtroumpfs, et moi j'aimais beaucoup Fred. Tout l'univers de Fred, ça me passionnait. Fred, qu'on relit moins, je trouve, on relit beaucoup du Lucky Luke, je vois ça traîner chez les copains et tout. Fred, ça a un peu disparu. Je trouve ça dommage que créativement, c'était quand même très très fort. Et complètement à part du reste. Donc ça c'était pour la bande dessinée qui venait de l'Europe, parce que moi j'étais au Québec, je suis québécois, je viens de la ville de Québec, et j'ai travaillé dans le dessin animé. Donc j'ai étudié 2 ans dans le dessin animé. J'ai fait les Beaux-Arts, mais c'était un peu trop artistique pour moi. À cet âge-là, je voulais quelque chose de plus concret, plus solide. Voilà, j'ai croisé un gars qui faisait ça, et je me suis dit c'est plus mon genre de dessin, plus cartoon, et je suis allé faire 2 ans d'animation, une formation qui ressemble un peu à ce que fait les Gobelins. J'ai trouvé du travail, puis j'ai tout de suite embrayé sur le travail, qui m'a amené après à voyager, parce que j'ai pris mon portfolio sous le bras, et comme beaucoup de Québécois, je suis parti dans les vieux pays, donc en Europe. C'est chez vous ça. Et chez toi maintenant? Chez moi maintenant, ouais, parce que ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis en France. Et donc je me sens maintenant autant français que québécois. Donc voilà, avec le portfolio sous le bras, je suis allé travailler un peu partout. Je suis travaillé en Allemagne et en France, en me baladant de studio en studio, ce qui était assez chouette, de voyager et de travailler en même temps. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une bande dessinée que je connaissais pas, c'est-à-dire tout le mouvement indépendant était pas venu chez nous parce que la petite diffusion faisait que ça se rendait pas jusqu'au Québec. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et nouveau. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment, j'avais un peu arrêté de lire de la bande dessinée parce qu'il y a eu quand même une période dans les années, début 80, fin 80, où c'était c'était toujours le même format, c'était du cartonné, couleur, 46 pages, le 48 cc, et il y avait quelque chose d'assez lassant pour les gens qui lisaient beaucoup de bandes dessinées, qui avaient connu À Suivre ou des trucs en noir et blanc qui étaient très explosés. Il y a un moment où tout ça s'est essoufflé et il y avait que du science-fiction, fantastique, et puis
Voilà, moi ça me correspondait plus, j'avais envie de quelque chose d'autre. Et avec le mouvement indépendant, j'ai trouvé des gens qui avaient mon âge et qui faisaient de la bande dessinée pour les gens de mon âge, en noir et blanc, des petits formats, des trucs qui allaient vraiment vers d'autres directions. Et aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal, mais à l'époque, c'était vraiment nouveau. Et je me suis dit, waouh, ça m'intéresse. Et je leur ai envoyé des histoires courtes. La première a été prise et j'ai continué à travailler longtemps dans leur magazine qui s'appelle toujours Lapin. C'était l'association, c'est ça? Voilà, l'association qui était dans les premiers éditeurs indépendants avec Cornelius. À l'époque, il y a eu, peu de temps après, il y a eu Ego Comics qui a disparu récemment. Fait là maintenant quelques années. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec l'association, à faire des histoires courtes et je vivais de l'animation pendant une dizaine d'années. J'ai fait ça, à passer d'un à l'autre. Et à un moment, voilà, il y a eu un livre qui est sorti, deux, et puis je me suis dit je vais essayer de faire que ça et de vivre que de la bande dessinée, parce que l'animation pour moi c'était de plus en plus aller à l'étranger, sous-traiter, travailler dans les jeux vidéo, faire de l'enseignement, parce que le métier a complètement réduit. En France, je l'ai vu diminuer. Tous mes copains étaient soit profs, étaient soit dans le jeu vidéo, qui faisaient de l'animation. Et donc voilà, à un moment, j'allais en Chine, et en revenant de Chine, je me suis dit tiens, il y avait quand même quelques histoires un peu cocasses. J'ai mis ça en images, en histoire courte, et c'est pour ça que le livre est scindé en cahiers de 16 pages. C'était une histoire courte, une deuxième histoire courte, et puis à un moment, les gens aimaient beaucoup. Moi, ça me plaisait de continuer à refaire ça, de l'autobiographie, alors que malgré que je sois assez timide, de me dessiner au début, ça me paraissait bizarre. Ça a fait un livre, et après, ça m'a beaucoup plu, cette forme de narration, et je l'ai gardé avec moi. C'est Shenzhen, le premier. Le premier, c'est Shenzhen, ouais. Donc, il a apparu à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'autobiographie à l'association. Alentour d'un thème, je me rappelle qu'il y avait un numéro de la sauce dans le Lapin où les gars, ils racontaient, je dis les gars parce que c'était quand même pas mal, que je pense aux fondateurs, donc David B, Lewis, et puis Matt Conture, et Menu, et Stanislas, et ils s'étaient tous donné un thème, c'était les catacombes de Paris et les relations qu'il y a eu avec ça. Jeune, il descendait là-dedans et je trouvais ça passionnant d'avoir des angles de vue différents avec des gars qui le racontaient en étant là, à la première personne. Et je trouvais que c'était une narration qui était vraiment passionnante. Et bon, moi, je suis jamais allé dans les catacombes, donc je me sentais. Moi, j'y suis allé. Ouais, ben il aurait fallu participer à ce numéro qui était vraiment passionnant. Et cette forme narrative était passionnante et j'ai eu envie de le faire. Et en revenant de Chine, j'avais pris des notes en partant en Chine, ce que je fais jamais. Mais comme j'ai une très mauvaise mémoire, je me suis dit, je vais essayer de garder une trace de mes voyages parce que c'était la deuxième fois que j'allais en Chine et j'avais quasiment oublié la première au complet. Je me dis, allez, je prends des notes. Et en revenant, ben voilà, j'avais ces notes et je me dis, tiens, il y a quand même des trucs cocasses qui sont arrivés. Et voilà, j'essaie de raconter une série d'histoires et ça a fait un livre, mais c'était pas prévu parce qu'à l'époque, d'arriver chez un éditeur en disant je vais raconter mon séjour en Chine en bossant là-bas. Et les gros éditeurs l'auraient pas pris, c'est certain. Okay. Il y avait que ils faisaient pas de noir et blanc, ils faisaient pas de petits formats, ils faisaient pas d'autobiographie, à moins d'avoir été un auteur déjà très célèbre et de le faire. Mais un nouveau qui arrive comme ça, il y avait pas toute cette machine, pas ce format n'existait pas, donc ça rentrait dans aucune des collections. Pour l'association, c'était possible parce que là, eux, ce genre de truc-là, ils l'avaient déjà dans leur magazine. Enfin, c'était quelque chose qui était nouveau et qui leur correspondait très bien. Parce qu'aujourd'hui, l'autobiographie, c'est hyper courant. C'est hyper courant, oui. Après, il faut remonter et faire un peu l'histoire de la BD et voir où ça a commencé. Ça n'a pas commencé avec moi du tout. Il faut aller vers les Américains qui ont commencé à faire ça et en France, il y en avait d'autres. Moi, les souvenirs que j'ai par rapport à l'autobiographie, et ça m'a beaucoup influencé, c'est Gottlieb. Parce que Gottlieb, dans ses rubriques à braque, donc le grand Gottlieb, hein, parce que franchement, c'était incroyable ce qu'il a fait comme œuvre. Et c'est magnifique quand il se dessinait lui, ça avait une dimension qui était tellement personnelle et forte. Moi, c'est encore c'est ceux que j'ai pas oubliés. On le voit en train de travailler. Il y a Claire Bretéché qui est dans son dos, il y a Druillet qui est là, et on est avec lui dans son bureau. Moi, je trouvais ça passionnant. J'avais l'impression de rentrer dans un endroit où j'aurais jamais l'occasion d'aller, c'est-à-dire à côté de sa table de travail, chez Dargaud ou là où ils étaient. Des fois, il se moquait de lui. Souvent, il se dessinait comme un espèce de peintre extraordinaire. Et t'avais des jeunes gars qui cognaient à sa porte pour avoir des conseils. Oh, celui-là, il est absolument génial. Et voilà, donc de se dessiner soi et de se moquer de soi-même, c'est magnifique. Donc ça m'a sûrement influencé.
comme aussi Maus, forcément, autobiographique. Là, qui est une double autobiographie parce qu'il parle de son père, mais en écho de lui beaucoup, des conséquences du retour de son père d'un camp de concentration et ce que ça a fait sur la deuxième génération. Donc ça, c'est passionnant. Et voilà, donc toutes les bandes dessinées que j'ai lues aussi, mais ceux-là, au niveau de l'autobiographie, c'est sûr qu'ils m'ont beaucoup influencé. Qu'est-ce qui te plaît dans l'autobiographie? En fait, c'est ces possibilités narratives que t'as, parce que la bande dessinée, c'est ça qui est passionnant. J'ai des copains qui font de la bande dessinée. Après, ils font de l'illustration ou ils vendent des dessins en galerie. Et après, ils s'ennuient de la bande dessinée, mais ils s'ennuient de raconter une histoire. Parce que quand on fait une grande illustration, on la met sur un mur. Ce qu'on peut pas faire vraiment avec une page de BD, parce que c'est quand même pas fait pour être sur un mur. Eh ben, il manque un truc, hein. Il manque le côté narratif. Et l'autobiographie, ce qui est chouette, c'est qu'on a, contrairement à une fiction où on décrit une histoire, on peut avoir un personnage qui a une voix off, qui écrit, qui va dire il était une fois, on peut avoir un dialogue à l'intérieur, et toutes sortes de narrations qui sont assez riches, qui se télescopent. Mais avec l'autobiographie, il y en a une en plus, voire deux, c'est-à-dire que le personnage est dans l'histoire, il raconte une histoire qu'on lit, donc ça rajoute plusieurs autres formes de langage, c'est-à-dire il peut même en plus se retourner et prendre le lecteur en aparté, ce qui est très puissant. Moi, je le fais pas, mais ce qui peut être très très fort et très drôle. Et ça, on l'a pas dans une fiction. Donc on a un côté presque théâtre, du direct, parce que le personnage est là en direct. Et pour un voyage, pour des narrations différentes, ça marche très très bien, parce que là, moi, je raconte des anecdotes en Chine ou en Corée du Nord, et j'ai vraiment l'impression d'avoir le lecteur avec moi et de refaire le voyage et de faire une espèce de grande soirée diapo, mais avec du mouvement, avec du bruit, où là je dis là on a vu ça, et après je leur mime la scène, et là il est dessiné. Donc il y a toutes ces formes de narration qui sont vraiment très très riches, et la bande dessinée a la bande dessinée c'est une narration très efficace, c'est-à-dire que on peut pas mettre des tonnes et des tonnes de texte, parce que moi, dans une page, il y a une dizaine de phrases maximum, 7, 6, et voilà, ça remplit la page, et il y a un rythme qui est donné entre le dessin et le texte. Et des fois, il y a des phrases qui sont un peu trop longues, que je raccourcis en texte, parce que bon, ça commence à faire un peu, et on est toujours comme ça dans la concision. Et si je me dis, tiens, au lieu de mettre du texte, je mets une image, j'aurais pas à dire, voilà, on est arrivé près du lac, ou ce restaurant le lac était très sale et il y avait une ambiance un peu pourrie là-dedans. Voilà, on fait un dessin un peu crade avec des trucs, et on dit rien, et ça passe, et c'est parfait, et c'est beaucoup plus efficace. Donc on est toujours dans l'efficacité, et on passe d'un type de narration à l'autre. Ce qu'on a aussi dans le roman, parce qu'on a des formes. Mais là, on a aussi l'écrit, on a en plus le dessin, ce qui est très très riche. Et on jongle comme ça d'une narration à l'autre pour trouver ce qui est le plus efficace. Donc moi, quand je raconte mes histoires, j'essaie toujours d'être le plus concentré, efficace, pour quand c'est de l'information. Après, évidemment, quand on a besoin d'ambiance, là, il faut prendre plus son temps, et voilà. Donc c'est d'une richesse, folle. Ouais, totalement. Pyongyang, c'est la bande dessinée qui m'a fait découvrir ton travail, et en même temps la Corée du Nord. J'en avais entendu parler, évidemment, mais ça a vraiment été pour moi une fenêtre, une entrée sur ce pays. C'était incroyable, j'avais l'impression d'y être, et puis par la suite j'ai vu des documentaires et des trucs comme ça, évidemment, mais donc je suis venu avec toi. Ouais, c'est un pays fascinant, qui fascinait. Moi, quand j'y suis allé, ça fascinait pas, parce que c'est après qu'on a vraiment, quand c'est devenu l'axe du mal. Moi, j'étais là avant ces histoires-là, parce qu'après c'était pas vraiment possible d'y aller pour aller faire du boulot, parce que ça paraissait un peu trop. Donc ils ont arrêté de sous-traiter en Corée du Nord, ils sont allés en Chine. Mais à l'époque, moi, je connais plein de gens qui sont allés. Dans mon domaine de travail, je connais 5-6 gars qui sont allés en Corée du Nord. Ce qui me fascinait, c'est que j'en avais rencontré avant d'y aller. Et ils me disaient juste, en gros, qu'ils s'étaient vraiment emmerdés là-bas, parce qu'il y a pas d'accès, il y a pas de bar, il y a pas de vie nocturne, tout ça. Je dis, oui, évidemment, c'est la Corée du Nord. J'avais l'impression qu'ils se rendaient pas compte où ils avaient mis les pieds. Et je me disais, mais c'est fou quand même d'être allé là et de pas avoir eu l'œil curieux de quelqu'un qui sait que c'est un pays qui est inaccessible. En fait, tu peux pas y aller. En fait, on peut y aller en tourisme, mais c'est très compliqué. Et je me disais, bon, si moi un jour j'y vais, j'avais été demandé, mais je m'étais dit, à l'époque, le travail d'animateur commençait déjà à se réduire. On commençait à sous-traiter un peu en Chine. J'étais allé une fois en Chine, et après on m'avait dit, tu veux aller en Corée du Nord? Et j'avais dit non, parce que je m'étais dit, oh non, quand même, on va pas aller jusqu'en Corée du Nord pour filer du boulot.
aux gens qui devraient avoir du boulot ici. Et donc voilà. Sauf que on me l'a redemandé beaucoup plus tard. Et là, j'avais déjà fait Shenzhen. Et puis là, je connaissais beaucoup de gens qui étaient allés. Et puis maintenant, le mouvement était déjà amorcé, voire bien avancé. C'est-à-dire que la sous-traitance pour tout ce qui était séries télé, ça se ferait à l'extérieur. L'animation serait sur des trucs plus de qualité en France, sur des longs métrages, sur des petites séries courtes où on travaille plus. Donc voilà, après je me suis dit, bon, allez, on va aller en Corée du Nord, voyons voir ce qu'il y a là-bas. Tu m'as dit la dernière fois, quand on a essayé de faire cette fameuse interview, que tu y allais un peu les mains dans les poches le premier jour, et puis que le soir tu t'es dit, ah non mais là je tiens quelque chose, je vais pouvoir en tirer quelque chose, il y a trop de situations cocasses quoi. Ce qui était arrivé, c'est qu'après la Chine, je suis allé travailler au Vietnam, de la même façon, et je me suis dit je vais prendre des notes et puis je vais faire un livre. C'est-à-dire que je suis allé là-bas en me disant je vais revenir avec assez de matière pour faire un livre. Je vais au Vietnam, donc j'étais à Saigon, j'ai ma petite moto, c'était très exotique. J'ai pris des notes, le studio fonctionnait vachement bien. Je me suis fait vraiment des belles amitiés. Mais je suis resté qu'1 mois et demi et j'ai pas eu assez de temps pour creuser le pays, je crois, parce que j'ai relu et tout ça était très sympa, mais il y avait pas assez de matière pour raconter quelque chose d'intéressant, je trouvais. Donc c'était comme un joyeux pique-nique où tout le monde s'amuse. Moi, je me sentais pas en train de dessiner ça, donc je me suis dit, en fait, en relisant mes notes, il y a pas de matière pour faire un livre. Donc je partais en Corée du Nord en me disant, voyons voir, moi je vais y aller. Si ça se trouve, la Corée du Nord, c'est pas du tout comme on nous l'explique, parce qu'à l'époque, moi j'étais parti en 2001 au printemps, donc avant septembre 11, et la Corée du Nord, pour trouver des livres dessus, il y en avait 2 ou 3 et c'est tout, il y avait rien. Donc je me disais, si ça se trouve, ça va être pas mal, il va être une super ambiance et puis on va bien s'amuser. Voyons voir, je prendrai des notes. Et donc voilà, j'arrive en Corée du Nord, à l'aéroport, il fait noir, je serre la main de mon guide qui me présente mon chauffeur, qui me donne des fleurs, et ces fleurs-là, on m'avait briefé, je savais à quoi ils servaient. C'était pas pour moi, c'était pour les déposer au pied de la statue de Kim Jong-il. Ouais. Et donc mon chauffeur me dit, on va pas aller à l'hôtel tout de suite, on va d'abord aller voir un joli point de vue où on peut voir toute la ville. Je savais très bien où on allait, et le joli point de vue, c'est là où il y a la statue. Et là, moi, je dois payer mon respect, comme on dit en anglais, devant cette statue. Et alors que je me penchais, je me disais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie. Et je me disais aussi, par contre, au niveau du contenu, je crois que ça va aller, parce que ça faisait qu'une demi-heure que j'étais là. Il y avait l'aéroport, le chauffeur avec ses fleurs, et puis la statue. Et je me dis, moi, ça devrait aller, je crois, au niveau du matos. Et puis tous les jours étaient comme ça. Ouais. Il y avait toujours cette chape de plomb qu'on sentait de plus en plus à force d'être là sur moi et sur les autres aussi. Et au début, j'étais avec des gens qui étaient là, donc qui travaillaient comme moi sur la prod, et on rigolait. Mais petit à petit, c'était quand même assez pesant tout ça. Et au bout de 2 mois, j'étais quand même bien content de partir. Et ce qui était fou, c'est que je partais et mon guide, mon interprète, au bout de 2 mois, on se connaissait pas mal, on faisait des conneries ensemble. Et là, tu t'en vas et tu sais que tu peux pas garder contact, parce que pour eux, ce serait dangereux si tu gardes contact. Donc ils disent très bien, tu dis au revoir, mais tu sais très bien que c'est pas au revoir. Tu reverras jamais ces gars-là, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un drôle d'adieu. Là, c'est vraiment un vrai adieu. Tu me dis, là, ciao. Ouais. Et donc ensuite. Chronique de Jérusalem et Chronique Birman, enfin dans l'autre sens, je crois. Ouais. Et à ce moment-là, tu deviens papa. Donc, dans ces histoires, tu racontes non seulement tes histoires d'expatriés, mais tu racontes aussi ta vie de papa, de père au foyer, à l'étranger. Mm-hmm. Et du coup, c'était un peu comment cet équilibre vie de papa, dessinateur de BD à l'étranger. Ouais, parce que les 2 premiers livres, en fait, c'est dans un fil continu, c'est-à-dire que j'étais en Chine 3 mois, j'étais 2 mois en Corée du Nord, et donc c'est vraiment de l'aéroport à l'aéroport, c'est vraiment on suit au quotidien. Alors que vivant 1 année en Birmanie, il y avait des trucs, mais je me dis ça serait mieux de pouvoir couper de petites façons, et l'aspect chronique est venu assez rapidement, donc on passe d'un sujet à l'autre ou d'une petite anecdote à l'autre.
C'était donc j'avais pas à faire des liens voilà le lendemain matin. Enfin, de temps en temps on a des histoires à raconter, il faut quand même faire un lien pour qu'on puisse suivre. Ben là non, je coupais avec un nouveau titre et ça s'appelait Censure, et là je suis chez moi en train de lire un magazine qui est coupé en rondelles parce qu'ils enlèvent des images dans le Times Magazine en Birmanie. Et voilà, donc et comme c'était une année, il y avait eu d'autres anecdotes sur la censure et je me suis dit je vais pas les disséminer comme ça dans le livre parce que déjà ça va être beaucoup de pages pour rien. Donc la façon la plus efficace, c'était de faire une chronique. On revient à ça, de faire des chroniques et de mettre toutes les anecdotes à propos des magazines qui avaient été censurés en une fois sur tout ce que j'avais rencontré dans l'année. Donc c'était quand même plus intéressant. Après de passer à autre chose, et parce que voilà, le fait d'être là une année, il y a plus de matière, et dans ces matières-là, il y avait la parentéité, le fait d'être moi papa, et pour la première fois je me retrouvais, ma femme travaillait avec Médecins sans frontières toute la journée et moi je me retrouvais avec lui la journée. Bon, on avait une femme de ménage qui s'occupait de la maison et faire à manger, et donc elle faisait nounou un peu le matin, et l'après-midi j'arrivais à m'octroyer une après-midi. Mais donc c'est la première fois que je me retrouvais dans une situation très très près de mon fils comme ça. Il était tout petit, il avait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans je crois. Et donc voilà, ça me plaisait, mais en même temps, dans une vie active, on est tellement orienté sur le travail, les études, le travail, que de s'arrêter, il y a comme une espèce de choc. On se dit non, ça fait quand même violence en soi de se dire je vais tout laisser tomber et puis je vais m'amuser avec mon fiston tous les jours. Enfin, il y a un truc qui est pas très naturel. Donc moi voilà, je me disais l'après-midi je vais travailler et tout ça. Ça s'est estompé petit à petit, et à la fin c'est devenu de plus en plus des après-midi pas mitigés mais à moitié avec lui. Et donc voilà. Mais j'ai terminé un album là-bas de Louis à la plage ou Louis au ski. Un truc pour enfants, et voilà, j'ai profité un peu d'être papa, de ce que c'était, et je le regrette pas aujourd'hui parce que ça passe tellement vite forcément. Mais bon, il a fallu quand même que je sois au pied du mur pour dire je vais faire comme ça. Il se trouve que je suis assez flexible, j'arrive dans une situation ça c'est un truc qui est pratique dans la vie. On me met dans des situations où je suis seul, faut que je me démerde avec Louis. Bon, ma femme était là, je la dessine pas tout le temps, mais quand même la journée, j'aurais pu dire non, moi je veux pas de cette vie-là. Mais en fait, je me dis c'est quand même drôle, et puis je fais avec, et après il y a toujours du bon à retirer de tout ça, c'est-à-dire les notes que j'ai prises sur la Birmanie, et le livre a été fait quand je suis revenu. Ah ok, je pensais que tu la faisais sur place. Non, c'est Louis au ski que tu as fait sur place. Oui, ça je l'ai fait sur place. J'ai commencé en fait la Birmanie comme c'était une année. Au bout de 6 mois, je me dis je crois que j'ai assez de matos, je peux m'y mettre. Donc je m'y mets, et en fait quand je reviens en France et je relis les pages que j'avais fait en Birmanie, j'en ai enlevé beaucoup. J'en ai enlevé une douzaine, parce que je mélangeais un peu tout. Et c'est mieux d'avoir pour moi du recul, de revenir, parce que sur place tout paraît drôle, tout paraît exotique, mais quand on revient, il y a des choses qui se tassent, des choses qui s'oublient, et puis il reste comme une espèce de filtre ce qui paraît intéressant dans les souvenirs et dans les notes. Et je relisais les pages et je me disais non, ça finalement c'est pas assez intéressant. Donc pour moi, j'ai compris que c'était mieux d'abord de toute façon de vivre sur place, d'essayer d'avoir de plus d'expériences possibles, de rencontrer des gens. Donc j'avais rencontré au final des jeunes gars qui faisaient de l'illustration, qui faisaient de la bande dessinée, qui voulaient en faire. Donc le dimanche, je leur donnais des cours d'animation. Donc ça c'était passionnant. Donc ces trucs-là se sont retrouvés dans le livre une fois que j'ai lâché de l'idée de faire ça sur place. Et après ces gens-là m'ont amené dans une grande célébration où ils donnaient tous de l'argent à ce vieux illustrateur qui les avait tous influencés parce qu'il n'y avait pas de sous. Et ça fonctionne beaucoup comme ça. Et je suis le seul étranger là-dedans, et avec que des gens qui faisaient du dessin. Je me dis, voilà, c'était des moments où je me suis dit, quand j'étais sur place, je me dis, si un jour je fais une bande dessinée, au moins ça sera exotique. Et il y a toujours des moments où je me dis, là, ça vaudrait la peine de faire une bande dessinée là-dessus. Il y a toujours une ou deux anecdotes où je me dis, faut vraiment faire une BD parce qu'il faudrait que ça soit dedans, parce que ça vaut vraiment la peine, parce que c'est intéressant, c'est nouveau, on voit comment les gens vivent, et puis c'est exotique aussi. Donc il me faut un peu de tout ça pour avoir un déclenchement. Oui, un côté documentaire et vécu. Voilà, et vécu personnel, parce que si c'est pour raconter, j'ai vu les grandes pyramides, c'est très beau. Voilà, moi j'ai pas envie de le faire, et ça intéresse personne. Ouais, c'est sûr. Et puis pour Chronique de Jérusalem, là, tu avais 2 enfants.
Oui, voilà, on fait un voyage, un enfant, un livre. Et là, c'était pareil. Donc, au retour, on a eu ma petite fille Alice. Et pareil, donc quand elle a eu 2 ans et demi, ma compagne a eu envie de retourner en mission avec Médecins sans frontières. Et puis, voilà, j'ai copié un peu ce que j'avais vécu en Birmanie en me disant, j'aurai du temps pour moi pour travailler. C'est une espèce de fantasme à laquelle s'accroche l'ego pour pas complètement perdre les pédales, sachant que on s'en va, Dieu sait où, combien de temps, sans trop savoir ce qu'on va faire. Donc on se dit, je vais apporter du travail avec moi, je vais bosser. Alors une fois là-bas, c'était pas du tout comme la Birmanie. Et les enfants maintenant allaient dans des écoles normales, donc pas des maternelles en birman ou peu importe, ils s'amusent avec des enfants et c'est suffisant. Là, il fallait quand même qu'ils apprennent un peu des rudiments de maternelle. C'était le niveau de la maternelle, c'est tout. Donc voilà, il fallait que je les amène à l'école, trafic, machin, et j'allais les rechercher. Donc là, la vraie vie la vie que beaucoup de gens ont, voiture, trafic, dans un autre pays où il faut que tu trouves des repères, il faut que tu t'installes. Donc c'est assez compliqué au début. Et très vite, j'ai vu que mes projets allaient être très très secondaires dans tout ça et que je serais bien entendu la variable d'ajustement, mais c'est normal. Là, c'était ma femme qui travaillait, et si on allait là, c'est pour qu'elle puisse continuer son travail. Il y a pas que moi dans ce couple, donc moi je suis ravi qu'elle ait pu continuer. Évidemment, je trouvais ça chouette que son travail puisse continuer. Et puis c'était passionnant d'être dans un autre pays. On était à Jérusalem, visitons ça. Je connaissais rien sur le conflit israélo-palestinien, à ma grande honte, mais c'était pas une partie du monde qui me passionnait. On se retrouve là, une fois qu'on est là, essayons de comprendre et de voir le plus possible de trucs. Et puis là, avec l'expérience, je me suis pas dit je vais essayer de travailler sur mon album. J'ai vu les choses vraiment au minimum. Je me suis dit je vais faire un peu de croquis et je vais écrire un blog. Comme ça, je vais travailler un peu l'écriture de côté et je vais travailler le dessin, ce qui est très bien quand tu fais de la bande dessinée, parce que faire du croquis, ça me paraît vraiment essentiel pour après enrichir son dessin et mieux le maîtriser. Donc voilà, le vendredi après-midi, je prenais ma petite voiture que j'avais achetée, puis j'allais faire des croquis. Et la journée, de temps en temps, je faisais un peu de blog. Et sinon, là, les nounous, ça coûtait très cher. On pouvait pas s'en payer une. Donc, j'étais avec les enfants. L'école, il y en avait pas l'après-midi. Donc, surprise, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a toutes ces surprises qui fait que quand on est flexible, c'est quand même mieux. Ouais. La parentalité, c'est ça, c'est être flexible constamment. Ouais. Au début. Se réinventer. Et puis bon, j'imagine que t'avais tellement de choses à voir, à découvrir. Tous les jours, c'était une aventure, quoi. Ben oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que d'être avec des enfants, on voit aussi le côté de la ville façon jeune parent, avec l'œil aux aguets sur tout ce qui peut ressembler à un parc pour enfants, dans une ville où il y en a pas beaucoup, dans le quartier où on était, voire qui sont à moitié détruits. Donc on allait dans la partie, nous on était dans la partie est, donc Jérusalem-Est, qui est la partie arabe. Donc les jolis, les parcs pour enfants, ils étaient vraiment pas terribles dans ce coin-là, voire presque dangereux, parce que abandonné. Donc on allait du côté israélien. Enfin israélien, tout ça est confus dans ma tête. Mais on allait dans la partie ouest de la ville. Je veux pas dire des. Et on allait là où il y avait des jolis parcs pour enfants. Et donc voilà, pareil pour les endroits où on peut s'amuser avec les enfants. Et tu rencontres des parents qui ont des petits enfants en bas âge, et voilà, ça fait une autre vision de la ville aussi qui est pas inintéressante, parce que quand t'es avec un petit bambin, tu te promènes quelque part, les gens sont naturellement bienveillants avec toi, pas du tout agressifs. Dans une ville qui est assez tendue, ça de temps en temps, ça vaut la peine. Ouais. Et puis en 2012, tu gagnes le prix, tu gagnes le Fauve d'Or. Ouais. Avec Chroniques de Jérusalem. Et j'ai un peu été voir ton blog, j'aime bien les petites histoires que tu as racontées sur cette période et le stress, et puis ton éditeur qui te faisait des cachotteries, etc. Et puis j'ai beaucoup aussi aimé cette petite illustration où tu dis à tes enfants, bon vas-y, on va ranger le Fauve d'Or là, parce que ça me met trop la pression pour le prochain album. Oui. Genre ça fait 1 an qu'il est là, c'est bon, on en a marre. Ouais. Et je voulais savoir si tu pouvais un peu revenir sur cette expérience de gagner le Fauve d'Or. Oui, alors j'avais été nominé moi déjà pour Shenzhen, Pyongyang, Chronique Birma, je me souviens plus. J'avais été nommé 3 fois avant. Donc j'avais vécu la cérémonie où tu vas et puis t'as pas le prix. Et pour le dernier, c'était à Chronique Birman
Les éditeurs m'avaient dit t'auras le prix, c'est sûr que tu vas l'avoir. Fait, et comme eux, ils ont souvent des informations que nous on n'a pas, je me disais bon ça y est j'ai le prix. Et j'avais été amèrement déçu parce que je l'avais pas eu pour Chronique Birman. Et je m'étais dit je me ferais pas avoir pour le prochain coup, je suis blindé. Donc là Chronique de Jérusalem, je suis nommé, mais moi j'ai pris mon train dimanche et je vais pas à la cérémonie parce que on va pas me le faire 2 fois. Sauf que là je rencontre quelqu'un qui est dans le jury, un auteur de BD, c'est dans le jury, et elle me dit je dis bon, je pars demain matin et la soirée était le lendemain soir. Elle me dit tu devrais rester parce que je crois que ça va valoir la peine. J'ai dit non mais moi et elle me dit non mais tu devrais vraiment rester parce que je crois que ça. Et là je me suis dit j'ai peut-être un truc. Et en fait il y avait une sélection qui était faite pour moi parce que c'était presque basé sur le réel. Il y avait un truc une année comme ça qui était basé sur le réel, donc un peu genre autobiographie. Je me suis dit je dois avoir celui-là. Après dans la journée j'apprends parce que moi les fuites on me dit tu veux qu'on te le dise ou pas. J'ai dit moi je préfère le savoir. Donc on me dit voilà t'auras le grand prix. Donc tu le savais. Donc moi j'en revenais pas Okay. Oui on me l'a dit parce que ces choses-là se savent avant pour les éditeurs parce que si tout le monde se barre le dimanche soir donc voilà il faut quand même que les gens restent, surtout les gens concernés restent. Bien sûr. Et les éditeurs connaissent tous quelqu'un, je sais pas comment ils font, mais ils le savent. Habituellement, ils le disent pas. Mais moi, si c'est le Grand Prix, on va me tendre le micro et il va falloir quand même que je dise 3 mots et j'aimerais bien pouvoir un peu préparer mon truc à l'avance. Donc, on m'a dit, tu veux savoir le prix? J'ai dit, ouais, vas-y. Il m'a dit ça. Donc, voilà, j'étais quand même très ému et j'ai essayé de me préparer, mais j'étais trop stressé. Et puis, une fois arrivé, j'ai quand même dit un truc que j'ai essayé de préparer au micro. Et puis voilà, j'étais ravi d'avoir ce prix. Et après, l'après-prix, ça fait quoi? L'après-prix, ça change pas grand-chose parce que on est dans la soirée, on a l'impression de gagner. En fait, pour un Québécois qui arrive là en France et qui s'installe, il y a quand même un truc qui se passe. On te donne un prix, c'est quand même des gens du métier qui te le filent. Ça fait plaisir, on se sent plus que bienvenu, on se sent accepté dans un pays et puis dans une célébration comme ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, franchement, ça m'a fait plaisir. Mais bon, 2 semaines après, 2 semaines avant, on s'en fout. 2 semaines après, c'est pas qu'on s'en fout, mais bon, c'est passé. Et ça n'a pas beaucoup d'écho sur les ventes. Moi, mon bouquin en fait, ça en a peut-être eu. Mon bouquin se vendait bien avant et il s'est vendu bien après. Et voilà, ça a été des grosses ventes. Donc ça aide. Mais moi, j'ai eu un public qui était progressif de Shenzhen à Chronique de Jérusalem. Il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus voir mes livres et ceux qui me suivaient, ils m'ont suivi en Birmanie, ils m'ont suivi à Jérusalem. Et on voyait, ça grossissait de plus en plus ces gens qui avaient envie de lire ce genre de bande dessinée. Pas que grâce à moi, grâce à Marjane Satrapi, grâce à David B, grâce à Lewis, grâce à tous ces gens qui ont fait du graphique, du roman graphique comme on appelle. Enfin, moi j'appelle ça de la bande dessinée tout simplement pour adultes. Et ça a attiré des gens qui avaient un peu arrêté comme moi de lire de la bande dessinée, qui se sont dit tiens, moi ça me parle, j'ai envie. Voilà, un papa qui est pendant 1 année à Jérusalem, voilà, ça parlait à beaucoup de mamans, ça parlait à beaucoup de papas aussi. Et voilà, il y a eu un public qui était pas un public de bande dessinée, qui est revenu à la bande dessinée, ou qui ont découvert la bande dessinée avec ce genre de livre. Ouais. Et les gros éditeurs s'attendaient pas à ça parce que bon là je parle de avant Chronique de Jérusalem parce que là les éditeurs avaient compris et maintenant on pouvait arriver chez eux avec un petit livre en noir et blanc qui raconte un séjour dans un pays, mais quand j'ai commencé ça dès le cours d'Argo ils faisaient pas ce genre de truc. Ah oui. Tu as ouvert la voie, enfin, tu as participé à ouvrir la voie. J'ai participé, ouais. Après déjà des gros coups de boutoir, notamment Marjane Satrapi, parce que avec son Persépolis, elle a ouvert des portes, notamment la Fnac qui prenait pas les livres de l'association parce qu'il n'y a pas de retour, par exemple. C'est un peu technique, mais et donc elle est rentrée dans la Fnac, c'était un peu une nouveauté, et après la porte était ouverte et ça rentrait un peu plus facilement. Toi et Marjane Satrapi, vous êtes les deux qui m'avaient ouvert cette voie vers le roman graphique, quoi. Après, il y avait moi avant évidemment tout ce qui était fait à l'association. Il y a David B qui a influencé Marjane. Bon, c'est évident quand on regarde le dessin, mais aussi même dans la narration et qui m'a influencé aussi moi parce que je me rappelle d'un des premiers livres que j'ai lu à l'association. C'était un livre de David B qui s'appelle Le Cheval Blême, qui est pour moi un monument de la bande dessinée parce qu'il raconte ses rêves. Et dit comme ça, on se dit au secours, on fait les gens qui nous racontent des rêves quand on se réveille le matin, c'est assez pénible. Mais il a des rêves qui s'imbriquent un peu, qui parlent beaucoup de la guerre, du conflit et la façon dont il les met en image, on lit ça et ça devient passionnant à lire et à comprendre, et pas
parce qu'on comprend pas ce que c'est du rêve, mais on se dit il y a que la bande dessinée qui peut mettre en image du rêve, parce qu'en cinéma ça fait toujours un peu faux, parce que des fois il n'y a pas de continuité, et là dans une bande dessinée d'une case à l'autre on n'est plus dans une continuité. Et je trouve que c'est un médium. Et en la lisant, je me suis dit, waouh, il transmet l'idée d'un rêve, mais comme j'ai jamais vu, ni dans le cinéma, ni dans le roman. Et il y a que la bande dessinée qui peut faire ça. Donc voilà, il y a les livres de David Bay que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré, et puis tout ce qui se faisait de Lewis ou Citron-Dame à l'association. Et nous, on était un peu la deuxième vague, en fait. Marjane, moi, il y avait Bloch, il y avait tout un paquet, Fanoli et Joran Gerner. Et c'est quand même moi c'était tout ce petit monde là que je côtoyais quand je montais à Paris et qu'on allait prendre un coup, et c'était assez fascinant. Il y avait même Sfar qui était là au début, et Mathieu Sapin, Blin, Bloch ils étaient tous là, c'était cool. Trop bien. Et puis après, plus possible de voyager, tes enfants ont grandi. Ça aurait été possible parce qu'il y en a qui continuent à voyager, mais il aurait fallu qu'on parte dans d'autres instances, genre l'ONU, la Croix-Rouge internationale, pour lequel ma femme avait pas vraiment envie de travailler parce qu'elle aimait bien le côté indépendant, très vif, très concentré de l'urgence médicale à la Médecins sans frontières. Donc nous, les enfants ont grandi et on n'avait pas envie de voyager toute notre vie. On a posé nos valises parce que tous les deux, ils rentraient à l'école, c'était stable, et puis ils étaient au conservatoire, ils faisaient leur instrument de musique. Donc partir, ça aurait été mettre une croix sur tout ça. Puis moi, j'ai rejoint un atelier à Montpellier. Ça me plaisait aussi, et ça m'a plu beaucoup de voyager comme ça, mais ça me plaisait aussi d'arrêter. J'ai fait 4 livres sur finalement toujours un peu le même sujet, c'est le décalage culturel dans lequel je m'intègre moi, je rajoute des choses, mais je m'étais dit l'autobiographie, il y aurait d'autres moyens de l'utiliser que le voyage, bien entendu, que j'aurais envie d'essayer, tout ça. C'est pour ça qu'après j'ai fait le guide du mauvais père, qui était déjà un peu présent dans Chronique Birmane et dans Chronique de Jérusalem, mais c'était tellement des gros livres. Chronique de Jérusalem, ça m'a pris 2 ans et demi, et après je me suis dit, je vais faire que des petits trucs courts. Et curieusement, le premier, je l'ai mis sur mon blog et ça a beaucoup plu. Et plein de gens m'ont réécrit, surtout des pères, qui me disaient, ouais, moi aussi j'ai oublié 3 fois de mettre le sous l'oreiller de la dent, la dent de mon fils, ouais. Et je me dis, c'est sympa. Je découvre un peu le blog BD et j'en ai mis 2-3. Et il y a vraiment beaucoup de monde qui sont venus, et puis l'éditeur a dit, en fait, c'est cool, si t'en fais d'autres, on va faire un album, ça vaudrait la peine. Et j'avais pas prévu de faire un album, mais ça rentrait très bien dans la collection que faisait Lewis, c'est-à-dire un papier recyclé cheap, un truc qu'on lit vite, donc on passe pas des heures à faire un dessin magnifique, on fait juste une narration qui est drôle, qui tombe bien, et ça rentrait parfaitement dans sa collection, donc je lui ai dit, ouais, ok, ça marche bien là-dedans, allons-y. C'est un peu un défouloir pour toi, les choses que tu peux pas faire dans la vraie vie, ouais. Tu les mettais sur le papier, quoi. Ouais. Bon, j'avoue qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont 100% vécues. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est... La dent, par exemple, c'est même le dialogue à la fin quand il me dit, mais c'est pas vous les parents qui mettez un sous l'oreiller. Je lui dis, attends, tu crois que si c'était nous les parents qui mettaient un sous l'oreiller, on aurait oublié 3 soirs de nuit, 3 soirs de suite. Ce mensonge est 100% authentique. Ouais, je l'ai exactement sorti comme ça, sachant très bien que je le blouserais. Ouais. Et il a dit, ah ouais, c'est vrai. Et là, je pouvais. Mais et en même temps, je me disais, c'est assez traite d'utiliser cette syntaxe de voilà. Et je me suis dit, c'est quand même drôle cette histoire, et c'est la première qui est sortie dans les histoires que je voulais faire. Ma vanne préférée, c'est dans le tome 4, quand tu fais semblant dans la chambre de ta fille qu'il y a quelqu'un qui est planqué dans l'armoire. Mm-hmm. Je pense que c'est le genre de choses que je pourrais faire. Ça me fait beaucoup rire, ça fait pas rire les autres, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Des fois, on peut pas s'en empêcher. Souvent, c'est les trucs qui sont assez légers. Malgré tout, on voit bien que c'est pas, si c'était des trucs vraiment dramatiques, un vrai mauvais père, c'est pas ça. C'est que, voilà, si c'était que je buvais, que je tapais sur mes enfants, ça ferait rire personne. Non, c'est sûr. Donc là, voilà, c'est des petits travers plutôt de la vie du quotidien, où souvent on se dit, comme ma fille me demande s'il y a des voleurs d'enfants, et je la rassure en disant non, il n'y a pas de voleurs d'enfants. Par contre, il y a des singes. Il se trouvait que le matin, j'avais lu cette histoire d'un singe en Birmanie ou en Thaïlande qui était passé par la fenêtre et qui avait pris un petit poupon qui l'avait échappé. Et voilà. Donc c'est horrible. Et
me vient cette histoire en une fraction de seconde, mais je me dis je vais pas lui raconter, et puis voilà, ça se termine là. Mais après, je reviens à ma table de travail et je m'amuse tellement à dire d'une façon complètement débonnaire, oh mais non, mais il y a les singes, et je lui raconte du tac au tac cette histoire qui est horrible. Et ça, c'est très très drôle à dessiner. Ouais. Et puis on la voit, elle flippe dans son lit quand elle est évidemment. Je fais ça souvent aussi, clic, puis tu vois des filles qui badent, tout comme quand tu lui as fait croire qu'il y avait quelqu'un de planqué dans l'armoire. Oui. Et puis après que la porte s'ouvre, avec ses petits yeux, oui. Cette petite tête mignonne qu'on laisse dans le noir, oui, c'est absolument horrible. Alors c'est vraiment ça, c'était un défouloir parce que c'était les trucs du quotidien que je prenais en note et j'arrivais pas à les inventer de zéro, j'arrive pas à imaginer une situation, il y a pas de contexte, il faut vraiment qu'il y ait un truc à la maison, je me dis ah tiens, c'est vrai que ça serait drôle, ouais. Genre, au téléphone, quand ils étaient tout petits, on mangeait, maman vient pas manger, ils étaient tous déçus parce que maman venait pas manger, et je trouvais ça extrêmement vexant en tant que père. Donc je leur disais ouais mais attendez, on va faire des crêpes, ça va être sympa. Donc ils étaient un peu plus contents. Mais donc là j'en rajoute des tonnes. Je leur dis on va rester à la maison, on va faire de la PlayStation toute la journée. Ouais papa t'es le meilleur. Et voilà, donc c'est quel plaisir à dessiner parce que évidemment on peut pas faire ça. C'est l'anti Dolto. Oui. Avant d'être père, on lit ce genre de livre et toute la petite enfance il faut être assez droit dans ses bottes parce que ça nous est arrivé à tous. En fait on dit un gros mot. Et là, ça y est, ce gros mot, on va l'entendre pendant 2 semaines. Et là, il va falloir ramer comme un malade pour. Donc, c'est beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'à un moment, ce qui est plus efficace en termes d'énergie, c'est d'être assez droit et de gérer de façon très très pas relax du tout la vie de famille. Et vu qu'on peut pas garder cette pression constamment en nous, pouf, c'est ça. Évacue. Et ça sort, ouais. Et après, une fois que la petite enfance est sortie, maintenant ils ont 13 et 16 ans, on peut être beaucoup plus relax et c'est une autre étape dans la vie du père qui est franchement très agréable. Par contre, il y a plus cette source de créativité que j'avais avec eux quand c'est dans la petite enfance parce que l'humour ado, on m'avait dit tu verras quand ils vont être ados, tu verras. En fait, je vois pas trop. C'est pas drôle. C'est pas que c'est pas drôle. J'ai vraiment pas de soucis moi à la maison, à l'adolescence. Et certes, il a des envies de sortir tout le temps, un truc comme ça. Mais en fait, ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien. Et puis, il y a les trucs drôles, il y a rien de spécial. Alors que la petite enfance, c'était mignon, drôle, et il y avait un truc qui fonctionnait bien quand on rajoutait quelque chose de méchant dessus. Un père qui fait pas attention, qui oublie sa petite fille dans le magasin, les mains dans les poches, et qui va dire, mais elle est où Alice? Elle est pas là. Ah bon, mais, oui, c'est vrai, j'étais avec elle au magasin. Ah, ça fait une demi-heure que je te cherche. Oui, ça m'est arrivé, et j'ai fait texto. C'est-à-dire qu'après, je l'ai retrouvé. T'as vraiment dit ça? J'ai dit, mais Alice, ça fait une demi-heure que je te cherche. Moi, j'ai rigolé et après, je me suis dit, mais ça se trouve, je ferais pareil, en fait, parce qu'on n'a pas envie de perdre la face ou j'en sais rien. Exactement. Je crois que c'est la meilleure attitude, non? Il faudrait enseigner ça dans les cours de maternité. Et parce qu'elle dit, il me cherchait, c'est plus rassurant qu'il est parti dans un autre magasin. On fait ce qu'on peut. Ouais, c'est sûr. Et tes enfants, ils sont grands maintenant. Ils les ont lus, j'imagine. Ils les ont lus, mais au début, je voulais pas au début, il y avait que Louis, parce que ma fille était vraiment trop petite pour lire. Et je voulais pas qu'ils le lisent, parce que justement, ce genre d'histoire que je raconte pas, là, je le déballais dans le livre, donc, il allait le lire et je trouvais ça un peu bizarre. Donc à la sortie du livre, on n'en a pas parlé. Moi, j'ai tout caché ça et c'est pas. Sauf qu'à un moment, ses copains le lisaient. Je sais pas comment ils sont tombés là-dessus, mais ils le lisaient. Ils disaient ouais, il y a ton père qui fait des trucs trop drôles. Et donc là, c'était trop en porte-à-faux. Donc je me suis assis avec lui et puis je lui ai expliqué c'était quoi l'humour noir, l'humour décalé, et que moi je créais des histoires à partir de trucs faux. Il l'a lu et puis il y a plein de trucs qu'il a pas compris parce que il y a beaucoup d'enfants qui lisent ces livres qui sont faits pour des gens de mon âge, pour des adultes, des jeunes pères, et ça m'étonne qu'il y a des enfants de 8 ans qui lisent ça, 9 ans, 10 ans, et c'était vraiment pas fait pour eux. Mais il y a une libraire qui me dit ça en bibliothèque, ça s'en prend à mort par des enfants parce que le côté mauvais père, ils ont l'impression qu'ils vont découvrir des secrets qu'on leur cache. Mais donc voilà, ça m'étonne un peu d'avoir un public si jeune là-dessus. Et donc mon fils, il y a eu cette étape-là où on s'est assis et j'ai dit. Et après, après il les a lus. Et ils attendaient que ça à tel point qu'à un moment ils voulaient me fournir du matériel et ils disaient il y a ça, c'est trop drôle, tu pourras le mettre dans ton livre. Donc évidemment ce genre de truc, on connaît tout ça quand on fait des histoires ou quand on fait de la BD, les gens qui disent tu pourrais faire une BD avec ça,
Oui, mais merci, mais en fait, ça va. En fait, pas du tout. Non. Ouais. Donc les enfants, c'était ça. Je dis mais on verra. Il y a aucune histoire qu'ils t'ont raconté que t'as réutilisée? Non, mais il y a l'histoire où ils essaient de me raconter une histoire et ils me racontent un truc et ça tombe à plat. Ça, je sais pas si je l'ai fait ça. Non, ça tombe à plat. Mais il y a non, ça je l'ai pas fait. Tiens, je pourrais pas. Mais je crois que j'ai fait. Il y en a une que j'ai fait, je suis certain, où ils me disent raconte-nous la prochaine histoire. J'en dis non, ça sert à rien de la raconter parce que une fois que c'est dessiné, c'est drôle, mais juste en texte, c'est pas drôle. Donc ils insistent à mort, je me laisse savoir et je commence à la raconter. Et à la fin, les enfants, ils sont là. Une fois que je livre le truc et je finis avec la chute, ils sont là, à la bouche ouverte, ils me regardent. Et je dis, c'est fini. Ah, mais c'est pas drôle. Et ils sont là, mais c'est pas drôle. Et je dis, et là, vous l'avez cherché, quoi. Et je suis complètement découragé. J'ai la tête sur la table comme ça, complètement découragé. Et ils me disent, une autre, raconte-nous une autre. Donc ça, c'est arrivé un peu comme ça, ouais. Ouais, ok. Et donc tu as mené de front autant donc cette carrière en tant que dessinateur de BD et papa. Et si on peut utiliser ces termes-là, voilà, on sait tous que dessinateur de BD c'est un métier très chronophage. Enfin, du moins c'est l'idée qu'on s'en fait. Quel conseil tu donnerais peut-être aux auditeurs plus jeunes qui rêvent de se construire une carrière dans la bande dessinée et en parallèle, avoir une vie de famille et peut-être avoir des enfants? Ouais, c'est beaucoup de choses. Après, pour la bande dessinée, quand on me pose la question, moi, très jeune, j'ai compris que la bande dessinée, ça serait au Québec dans les années 80. Il y avait un magazine de BD. C'était pas du tout le genre de truc que je faisais. En Europe, je pensais pas vivre de la BD un jour et je m'étais dit, je veux gagner ma vie dans l'animation et après, on verra si je peux faire illustration, dessin. Donc voilà, je me suis cherché un boulot et je crois que c'était la bonne option en fait parce que faire de la BD, moi, j'ai les 4 premiers livres que j'ai faits était fait gratuitement. J'arrivais à l'association comme une histoire courte, sauf que là c'était un livre. J'ai fait Aline et les autres, Albert et les autres, Shenzhen, Pyongyang. J'ai pas été payé pour ces livres-là. Je gagnais ma vie à côté, donc ça. Après, s'il y avait des droits d'auteur qui tombaient, oui, mais on vendait Shenzhen, on a fait 2000 copies. Ils étaient contents à l'époque. C'était aussi un autre paysage, la bande dessinée. Donc je crois que c'est tout à fait vrai encore aujourd'hui. C'est bien d'avoir un métier qui est un peu plus solide que la bande dessinée et qui nous laisse du temps pour faire des projets à côté. Donc il faut avoir de l'énergie pour sauter de l'un à l'autre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Quand on a vraiment envie, on y arrive. Et c'est la même chose après. C'est une étape supplémentaire quand on est papa. Parce que là, il faut arriver à jongler sur... moi, je travaillais... je pouvais commencer ma journée à 5h, 6h le soir et je terminais à minuit. Après, je me regardais un film et puis... ah ouais. Et ça, c'est avant d'être papa. Ah bien sûr, oui. Oui, je vois tes yeux ébahis. Oui, mais c'était avant d'être papa. Avant, ouais. Donc évidemment, une fois que tu as des enfants et que tu te lèves à 6h tous les matins pour les amener à l'école ou faire à manger, ça change. Et donc après, il a fallu que je m'habitue à avoir des heures de bureau. C'est pas très naturel pour quelqu'un qui est habitué à créer quand ça lui chante, ce qui est très agréable, mais dans une vie de travail professionnel, c'est pas possible en fait, parce que quand on a des enfants, du moins, voilà, je les amène à l'école, je les ramène, et il faut que j'arrive à faire ma journée de travail entre ces deux-là, en gros. Et le soir, il m'arrivait de travailler le soir, je le fais plus parce que je suis trop fatigué, mais habituellement, quand on leur a fait le bain, la douche, donner à manger et on les met au lit et qu'ils veulent pas se coucher, on est claqué. Ah ouais, on regarde une demi-série et un épisode et c'est bon. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc il faut arriver à trouver du temps et ça c'est une gymnastique un peu compliquée, mais ça se fait. Mais ça se fait, oui. Après, c'est juste de trouver la méthode de travail un peu. Faut toujours trouver ce qui nous correspond, monter les marches au niveau qui nous correspond, revenir et puis se dire non, comme ça, c'est pas trop compliqué. Faut faire avec, quoi. Ouais. Ta vie est devenue plus rythmée. Ah, beaucoup plus. Et puis maintenant, je suis habitué d'arriver le matin et de me dire, j'ai aucune envie de dessiner et d'attendre un peu, puis de dessiner quand même parce que j'ai l'impression des fois d'être devant une piscine qui est très très froide et on se dit, je vais sauter. Il faut sauter dedans. Mais on attend un peu, je traîne sur l'internet et puis il faut quand même un moment plonger et il faut le faire avant 10h parce que sinon la journée elle est vite passée. Donc mes journées sont beaucoup plus sont pas plus concentrées qu'avant. J'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus efficace et maintenant avec l'internet aidant, je suis moins efficace.
Ouais. Ah oui. Ouais, je me fais un peu bouffer par Internet, ouais. On en parlait tout à l'heure en off, t'es pas trop sur les réseaux sociaux, mais tu surfes sur le web, quoi. Oui, il y a des trucs qui m'intéressent après que des podcasts que j'écoute, même des trucs sur des chaînes YouTube que je suis, des trucs comme ça, de bricolage. Et ouais, j'aime bien bricoler à côté du dessin. J'aime bien faire quelque chose de manuel parce que malgré que je dessine sur papier, on passe quand même notre vie devant l'écran beaucoup. Et je me suis trouvé un hobby, donc voilà, je bricole des trucs en bois et des meubles. Et voilà, quelque chose de manuel, ça me plaît bien. Ouais, je comprends. Non mais dans mes discussions avec mes différents invités, j'entends régulièrement cette histoire de un retour à quelque chose de plus concret, donc fait quelque chose de nos mains, ou quelque chose de plus tangible, parce qu'on passe tellement de temps sur nos ordinateurs à faire du digital qu'il y a ce désir. Ouais, moi je suis pas passé au digital, hein. Je dessine toujours sur papier. Ah ok. Ah ouais. Ah oui, je savais pas, d'accord. Mais il y a quand même l'écran devant moi parce que des fois j'ai besoin. Là, je dessinais par exemple des souvenirs de jeunesse à l'usine. J'ai des photos de cette usine que j'ai pris parce que l'été dernier je suis repassé, j'ai pris et bon, de temps en temps j'allume l'écran, j'allume l'ordi parce que il y a les mails déjà pour le boulot puis pour le personnel et l'écran est toujours là. Donc il y a quand même toujours l'écran devant moi malgré tout et je dessine. Avant je faisais une meilleure gymnastique, c'est-à-dire que j'ouvrais pas l'ordi avant midi. Donc j'écrivais ma page le matin, je la mettais en forme de façon très très succincte, genre premier texte là, deuxième texte. Après, j'allais manger, j'ouvrais l'ordi, je faisais mes emails et puis je surfais un peu. Et puis après, j'écoutais des podcasts en travaillant et en dessinant. Donc ça se mélange assez bien, le dessin et musique, podcast. Donc le cerveau fonctionne bien. Mais pour écrire, c'est pas possible. Donc non. Évidemment, quand j'écris, même la musique, j'en mets pas le matin. Je peux pas, c'est pas possible. Moi, j'écoute des podcasts que quand je suis sur la phase coloriage. Oui. Là, d'ailleurs, tout cet album va falloir que je le mette en couleur pour le prochain. Et là, voilà, je me prête à faire des livres audio. Je crois que je vais faire Game of Thrones au complet. Et puis, et voilà, je vais être sur du long podcast. Ça me fera pas peur pour mettre en couleur. Du coup, ton prochain album, c'est sur tes souvenirs de jeunesse, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Voilà, ça va s'appeler donc Chronique de jeunesse et je m'étais dit les souvenirs. Ça faisait longtemps que je voulais le faire celui-là, mais je le reportais à plus tard. Je me dis bon, il y avait des voyages de toute façon qui s'intercalaient entre, mais je me suis dit après 50 ans, je vais m'autoriser à raconter des souvenirs de jeunesse parce qu'il faut quand même être un peu âgé pour raconter des souvenirs de jeunesse. J'ai déjà lu des BD faits par des gars très très jeunes qui parlaient de leurs 19 ans, ça me faisait un peu rire. Donc là, c'est quand j'avais 17, 18, 19, je crois. J'ai travaillé 3 étés à l'usine de pâte et papier où travaillait mon père en tant qu'ingénieur et donc je raconte ces 3 étés et les à côté, donc la vie à cet âge-là, mon amour pour la BD qui progressait, le dessin et voilà, je suis en train de faire les dernières pages. C'est un peu une origin story de Guy Delisle en fait. Ouais, c'est toujours l'autobiographie, donc je me dessine avec les cheveux un peu plus longs, c'est très mignon. Mais par contre, c'est la même forme de narration que le voyage parce que c'est un peu comme des chroniques finalement et j'ai noté tous les souvenirs que j'avais. Étrangement, je croyais avoir que 3 petites anecdotes parce que ça fait 35 ans déjà. Mais le fil étant de la mémoire assez obscur que j'en notais un deuxième venait et finalement j'ai rempli 3 pages de petites lignes que j'ai suivies après scrupuleusement en me disant ah oui c'est vrai que ça c'était drôle et voilà je l'illustre tout ça en essayant de rythmer et de faire que ça se tienne bien et qu'on a envie de tourner les pages et voilà l'album se fait. Et ça sort en janvier. Ça sortira pour Angoulême, fin janvier. Ok, donc encore beaucoup de faire de dodo avant de pouvoir découvrir. Oui, si on calcule comme ça, ouais. Super. Pour clôturer, cet épisode, c'est un petit peu un épisode spécial Fête des Pères. Est-ce que tu pourrais me partager une anecdote ou quelque chose en quoi le fait de devenir papa t'a transformé? Ça a été progressif, ouais. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, ça m'a appris beaucoup la patience parce qu'il en faut des trésors de patience. Moi, je me rappelle quand alors que je suis quelqu'un d'assez calme, assez relax, assez doux aussi, je crois. Je me rappelais que à l'époque où j'avais les 2 petits enfants, je m'énervais une fois par jour, je gueulais dessus une fois par jour. En gros, c'était le rythme. Et aujourd'hui, quand j'y pense, c'est comme si c'était une autre personne, en fait, parce que maintenant, les enfants ont 13 et 16 ans.
On parle de plein de trucs, on parle de films, on se prête des BD, il me donne des musiques à écouter. Donc il y a un échange qui est très très chouette. Cet échange qui se perd pas après la petite enfance, parce qu'à un moment, moi, quand la petite enfance s'est arrêtée, ça m'a vraiment fait un choc. Là, je parle plutôt d'une période après. Hein. Donc il y a le fait d'être père. Après, il y a la petite enfance où on en arrache beaucoup, mais il y a aussi plein de moments mignons, plein de moments durs, mais tout vient d'un coup. C'est ça qui est difficile. Et après, quand c'était fini, on se dit, mais attends, il y a 1000 trucs que je voulais faire dans la petite enfance avec eux qu'on fera pas. Il y a 1000 trucs qu'on fera pas avec eux dans la petite enfance parce que ça a un certain temps. Et après, c'est fini. On imagine qu'on va faire des voyages, qu'on va les amener à Disneyland 50 fois, mais en fait, on y va peut-être une fois et c'est tout. Et quand on le réalise, on se dit, ça y est, là, c'est fini, les souvenirs qu'ils ont de la petite enfance, c'est clac, c'est bouclé. Ouais. Mais après, ça continue, il y a toute l'adolescence. Et moi, je sais que dans mon guide du Père 4, il y a ce moment où ça arrive et je vois qu'ils sont grands. Ah, c'est terrible. Et j'ai fait pleurer quelques pères qui m'ont écrit. D'ailleurs, moi, j'ai pleuré en la faisant parce que j'étais vraiment dans ce conflit-là, c'est-à-dire, ça y est, c'est fini. Et ce deuil, un peu, finalement. Et il y a des pères qui m'ont écrit, ouais, et j'ai vraiment pris le temps de répondre à chacun d'eux et pour dire que cette relation continue et qu'il y a vraiment, comme moi je l'ai vécu un peu après parce que le livre est sorti et entre-temps, voilà, j'ai vu que la petite enfance, c'est un moment, mais après il y a tout plein de trucs qui fait qu'on est beaucoup plus près d'eux et qu'on gueule moins souvent aussi après eux et que ça continue et les moments merveilleux, il y en a encore des tonnes et la petite enfance, voilà, moi je m'étais fait tout un mythe là-dessus et ça a un temps et il faut savoir l'accepter et après l'autre temps est tout aussi passionnant. Oui. Tu parlais de musique. C'est quoi ce que ton fils t'a fait découvrir ou ta fille? Alors mon fils écoute beaucoup de musique, donc lui maintenant il a 10 ans de conservatoire derrière lui en guitare et il écoute lui du rap, donc il a une oreille très très vaste. En fait, moi j'ai écouté de la musique toute ma vie. J'écoute beaucoup de musique électronique. J'écoute tous les podcasts de Laurent Garnier par exemple. Je découvre plein de trucs qui passent. Mon fils lui écoute du rap. Moi le rap, j'ai pas trop accroché. J'ai écouté Run DMC à l'époque quand c'est sorti. Oui. Mais voilà, je peux de temps en temps écouter un Kendrick Lamar et un Drake, mais pas beaucoup plus que ça. Et lui, il en écoute plein en français. Il connaît tous les auteurs français, d'américains aussi. Il m'en fait écouter un de temps en temps. Je lui dis ce que j'en pense et puis on partage un peu. C'est pas une musique qui m'accroche, hein, il le sait. Et puis après les textes, je peux les écouter. Il y en a qui sont bien. Voilà, il en écoute. L'autre fois, il m'a fait une petite playlist. Ah, trop mignon. Voilà. Et comme il était curieux de savoir les textes, les chansons à texte, en fait, moi j'ai fait une liste de trois trucs, hein, parce que faut pas trop pousser. Et j'y ai envoyé un truc de Gainsbourg, un truc de Léo Ferré, et puis un truc de Nino Ferrer peut-être. Et voilà, il a bien aimé. Ouais. Et je me suis dit, ça y est, je suis officiellement vieux. Ouais, c'est ça. Trop bien. Bah, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va en rester là. Très bien. Merci beaucoup, Guy. C'était top. Avec plaisir. C'était ma discussion avec Guy Delisle. Merci à lui, cet après-midi à papoter ensemble, c'était comme une petite bulle hors du temps et au soleil. Si cette conversation vous a plu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous procurer l'un de ses nombreux albums avec une mention toute particulière aujourd'hui pour sa série Le Guide du Mauvais Père. Vous pouvez aussi aller jeter un petit coup d'œil sur son blog www.guidelille.com et comme d'habitude, vous retrouverez les liens de tout cela dans les notes de cet épisode. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Un grand merci à vous tous qui partagez le podcast autour de vous, le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Merci également à tous ceux qui ont pris quelques minutes afin de me laisser quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait énormément plaisir de lire vos messages et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et pour finir, si d'épisode en épisode ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 € par épisode, soit le prix d'un petit café, et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon, en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir, et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez patreon.com/senscreatifpodcast. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou écoutez
ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.